Azul Flawen, bienvenue dans Graffiti, qui continue son voyage donc, dans le monde des médias pour décortiquer une actualité souvent brûlante. Pour ce présent numéro, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Ali Tmouch. Bonsoir Ali. Bonsoir Youssef et merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc, on va commencer par parler un petit peu de ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, le Sénégal a organisé une élection présidentielle en 2 tours et ça s'est passé dans les normes et il n'y a pas eu d'effusion de sang. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette élection? Là, c'est déjà bien. Sauf que quand on dit qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang, à mon sens, c'est un peu pas trop vrai, quoi. Il n'y a pas eu trop de dégâts, oui, voilà, effectivement. Avant, il y a eu des l'élection, oui. ouais, ça a mal commencé. Je veux dire après le second tour. Après le second tour, bah, c'est bien, ouais, c'est vrai que ça s'est passé Oui. le plus normalement du monde. Et voilà, donc. Parce qu'on pouvait s'attendre à ce que, par exemple, Wade ne veuille pas quitter le pouvoir et traficote un peu l'élection. Non, mais à mon sens, il a essayé. D'ailleurs, Oui. il a changé la constitution, Tout il a à tout fait. fait pour rester au pouvoir. Mais donc, comme il a vu que le vent tournait un petit peu, surtout qu'après le premier tour, il n'a pas vraiment convaincu. Donc, quelque Oui. part, il s'attendait. Donc, il savait que il y a Ce peu de n'était chances pas qu'il soit, possible. ouais, il y a peu de chances qu'il soit réélu. Donc, ça ne sert à rien de plonger le pays dans une guerre. Et puis voilà, c'est peut-être Il a eu l'occasion. quand même un geste un peu élégant. Il a appelé Macky Sall, donc le vainqueur, bien avant que les résultats officiels ne soient connus. Oui, justement, il a reconnu sa défaite bien avant que les résultats ne soient rendus publics, qu'ils Oui. soient officiels, quoi. Oui. Donc c'est pour éviter justement une effusion de sang, façon de sortir par la grande porte. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs pour les Sénégalais et pour Peut-être pour l'Afrique aussi. Est-ce que d'autres pays africains pourraient être influencés par cette alternance pacifique au pouvoir? Oui, à mon sens, oui, à mon sens, ça peut inciter certains à suivre l'exemple sénégalais. C'est pas exclu, mais c'est vrai qu'il y a des présidents, des dictatures qui vont pas lâcher comme Est-ce qu'on ça. pourrait avoir ceci, par exemple, un jour en Algérie? Oui, c'est possible parce que les mentalités, ils évoluent et puis le monde évolue aussi, donc il faut suivre. Maintenant, si les Sénégalais l'ont fait, je ne vois pas pourquoi les Algériens ne le feraient pas. On connaît tous la nature du pouvoir algérien, mais on D'accord. connaît aussi le peuple algérien qui, Oui, le peuple algérien pourrait quand même s'inspirer et faire la même chose. oui, moi j'y crois, de toute façon j'y crois, mais c'est vrai qu'il faut mettre au préalable les conditions pour qu'il y ait des transitions comme ça démocratiques. Ce n'est pas avec les mentalités actuelles, avec les pratiques actuelles, avec le pouvoir actuel que cela va être possible. Donc c'est vrai que la démocratie, c'est un combat de tous les jours. C'est un lent apprentissage. Effectivement, avant de revenir en Algérie, d'autres pays africains vivent des moments moins heureux que ceux du Sénégal. C'est le cas de la Libye. La Libye, depuis le départ du dictateur Muammar Kadhafi, son assassinat, son élimination, et la situation ne s'améliore pas beaucoup. Donc, dans le sud du pays, il y a eu même un affrontement entre 2 tribus. Il y a eu pas moins de 30 morts. Comment est-ce qu'on peut voir l'avenir de la Libye? Ben, c'est ce qu'on disait à l'instant là, c'est que la démocratie, ça s'apprend tous les jours. Donc les Libyens, ils vont passer par là. C'est vrai qu'ils n'ont pas trop connu de démocratie dans leur vie. Et là, il y a une sorte comment dirais-je, de démocratie, si on peut appeler ça ainsi. Ils sont sur le chemin. À ton avis, ils sont sur le chemin. Ça sera difficile. Ça va pas Mais être facile. est-ce que ce chemin sera possible quand pratiquement toutes les milices gardent les armes? Maintenant, Non, dans un premier temps, ça ne va pas être facile, hein. Franchement, ça ne va pas être évident du tout. Il faut donner le temps au temps, comme on dit. C'est pour ça qu'on disait depuis tout à l'heure que la démocratie, ça s'apprend, le respect de l'autre. Mais sinon, dans un premier temps, c'est sûr que chacun va essayer de tirer la couverture vers soi et chacun va essayer de ressortir. et surtout que la Libye, pardon, n'a pas connu de pratiques partisanes, elle n'a pas connu d'activité politique partisane. Il y a eu le système du parti unique et c'est toujours l'officiel qui prime. Non, mais ces gens-là, ces tribus, si vous voulez, ou ces populations-là qui sont en train de se faire la guerre, entre guillemets,
peut-être que depuis le temps, ils voulaient faire ça, mais ils étaient sous l'emprise de D'accord. Kadhafi, donc ils ne pouvaient pas s'exprimer ni par la parole, ni par les armes. Maintenant qu'il y a une sorte de relâchement, on va dire, donc ils profitent, ils saisissent l'occasion. Ceci dit, ce n'est pas toutes les tribus qui se font la guerre. Hein. Non, donc c'est plutôt des faits assez marginaux, même si les milices ne veulent pas donc, se dessaisir des armes. Et puis, nous avons aussi les Berbères libyens qui veulent avoir une certaine place dans la future Libye, et ce n'est pas toujours évident. Ouais, aussi, ouais. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir leur part, comme on dit. Hein. Ah ben oui. Donc voilà, ils s'expriment, ils vont s'exprimer, ils vont revendiquer, ils vont tout faire pour être là, comme tu dis, dans la future Libye. Et là, après le départ de Kadhafi, enfin la mort de Kadhafi et tout ce qui s'est passé là-bas, donc tous les gens voudraient avoir une part du gâteau. Je ne sais pas si vous avez... Si tu arrives bien à me sûr, comprendre. c'est une belle image, effectivement. Ouais. Il en est question. La Libye étant par excellence un pays très riche. Oui, justement, quand on voit dans certaines régions, les régions les plus riches de Libye, où il y a le pétrole, où il y a des ressources minières et tout, là, eux, ils veulent bien que ce soit pour eux. Alors que oui, donc voilà, mais c'est pour ça qu'il y a ce genre de problème. Mais est-ce que ces ressources, ils appartiennent à cette tribu-là? Ça appartient avant tout à la Libye. Bah oui, ça appartient à toute la Libye, voilà. Tout simplement. On passe à un autre pays africain, le Mali, et la situation est aussi morose. Donc, il y a eu un coup d'État militaire, et la junte militaire au pouvoir compte organiser de futures élections. Et ces militaires annoncent qu'eux-mêmes, ils ne vont pas participer aux futures élections et présidentielles et législatives. Est-ce qu'on peut les croire? Moi, personnellement, je n'y crois pas. De toute façon, tous ceux en Afrique, tous ceux qui font des coups d'État, ils promettent tous des élections libres, de la démocratie, des élections auxquelles ils ne prendraient pas part. Mais en définitive, ils sont toujours là, quoi. Donc déjà, le fait de faire un coup d'État... Cela veut tout dire, quoi. Bah oui, c'est la force qui prend le dessus sur le politique. C'est la force. Et ce coup d'État, pour rappel, a été fait pour dire au président qu'il n'avait pas réprimé la révolte Touareg. Et pourtant, les Touaregs, qui sont des Berbères, ont aussi des droits. Oui, justement, c'est ce qu'on lui reproche. Maintenant, est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces Touaregs? Ils vont tous les tuer ou... C'est ça la question. C'est ça la question. Ben, c'est ça la question qui se pose. Ils vont faire quoi, ces militaires qui ont pris le pouvoir? Moi, à mon sens, au lieu de faire un coup d'État, ben, ils auraient dû prendre exemple sur leurs voisins juste à côté, donc le Sénégal, comme on... Tout à fait, oui, c'est pas loin. Le Sénégal, c'est pas loin. Ben oui, c'est leurs voisins, donc pour qu'ils prennent... Ceci dit, aussi, le Mali avait organisé des transitions démocratiques réussies, hein, puisque le président a été élu. Hein, il a été élu correctement. Et d'ailleurs, son mandat se termine au mois d'avril et il ne comptait pas se représenter. Oui, justement, c'est pour ça. Rien ne justifie le coup d'État, sinon que de revenir à la dictature qu'il y a, quoi. Donc, maintenant, demain, si, comme ils disent, ils vont organiser des élections libres et démocratiques et qu'il y a un autre qui est élu et que demain, il ne fait pas ce que eux veulent, donc il va y avoir un autre putsch. Donc, c'est l'éternel recommencement. L'éternel recommencement des putschs en Afrique. C'est assez dommage. En Algérie, on est un peu loin de ces putschs, mais le pouvoir ne change pas beaucoup. Bah, peut-être parce qu'il n'y a pas de putsch justement là-bas. Ah, les putschs peut-être pourraient amorcer des changements? Non, les putschs, ça veut dire d'une autre nature, quoi, qui pourrait se faire d'une manière plus ou moins démocratique. Sinon... Ceci dit, l'Algérie a connu des putschs hein, en 62, en 65, et certains disent aussi qu'il y a eu un putsch en 92. Oui, donc voilà, nous aussi on est des Africains, donc on a à peu près les mêmes pratiques. Non, mais je pense qu'en Algérie, ça va changer un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr que ça va changer parce que le monde évolue et on est obligé de suivre. Est-ce que ces élections législatives qui approchent, elles seront organisées au mois de mai prochain, est-ce qu'elles amorceront un certain changement à ton avis? Personnellement, j'y crois pas. Pourquoi? J'y crois pas parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui semblent
réticents pour aller voter. Il y a beaucoup de micro-partis qui sont sortis de nulle part et qui sont donc certainement des partis pro-Bouteflika, quoi. Donc, on va peut-être changer les députés qui étaient là, mais les personnes, et on va en mettre d'autres qui leur ressemblent étrangement. Qui vont jouer le même rôle que Voilà. ceux que jouent les députés qui sont maintenant Oui, au donc il faut Parlement. pas, c'est pas parce qu'on enlève tel député, on en met un autre, que forcément il va y avoir un changement au niveau de l'APN. C'est plutôt juste des personnes qui vont, enfin des visages qui vont changer, mais les pratiques vont rester les mêmes. Et puis, on a tous dit à quoi servent vraiment ces législatives. C'est vrai que bon, c'est bien d'avoir une Assemblée nationale élue, c'est bien d'avoir des députés actifs qui vont voter des lois nouvelles, qui vont décider d'une manière ou d'une autre de l'avenir du pays. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que justement ce Parlement a des pouvoirs? C'est la question que l'on est tenté de poser. Oui, voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Depuis Oui, 92, voilà. depuis 97, le Parlement n'a pas vraiment un pouvoir clarifié, important. Parce Non? que majoritairement, c'était des députés de la coalition pro-gouvernementale. Donc ils Gouvernementale, étaient là oui. pour voter toutes les lois qui venaient d'en haut et sans discussion. Les quelques partis d'opposition, ils n'arrivaient pas donc à imposer leur vision des choses. C'est pour ça que le Parlement n'a servi pratiquement à rien. Et celui qui va venir, probablement, il ne servira à rien. Parce que, Et comme pourtant, je le disais, président algérien dit que ce rendez-vous électoral est capital. Il l'a même comparé au référendum pour l'indépendance algérienne. oui, il est capital. Parce que, à mon sens, hein, moi je pense que le président d'abord veut se protéger. Qu'on change les députés, qu'on les critique, qu'on fasse tout ça, c'est bien, pourvu qu'on ne touche pas au président, quoi. Donc, quelque part, il se protège et il concentre toutes les critiques, si tu veux, sur les parlementaires actuels. Voilà, c'est pour peut-être aussi donner une illusion qu'il y a une pratique politique, qu'il y a un certain activisme politique. Oui, c'est son but, à mon sens. À mon sens, c'est son but, c'est qu'il veut dire, voilà, là, ça a changé, il va pas y avoir de fraude, vous allez avoir de vrais députés qui vont Est-ce vous qu'il y dire... aura moins de fraude cette fois? Je pense que oui, mais après, il faut voir les candidats qui vont être là et les gens qui vont être élus. Maintenant, si tu n'as que des gens du RND, du FLN ou des micro-partis là, pro-Boutef qui sont élus, même si tu n'as pas fraudé, ça ne change pas grand-chose, quoi. Et Donc, ceci dit, le FFS de Hosni Ait Ahmed participe aux élections. Le FFS espère être présent dans au moins une quarantaine de wilayas. oui, tant mieux s'ils arrivent à avoir des députés, tant mieux, parce qu'on peut dire que c'est pour le moment le seul parti d'opposition qui va vraiment exercer une certaine opposition au niveau du Parlement. Au niveau Tant du mieux. futur Parlement. Tant mieux qu'ils aient 40-50 députés, c'est bien. Et là, tout le monde sera content, parce qu'au moins, on va avoir au niveau du Parlement... Au moins, il y aura un certain discours d'opposition Voilà. au sein du Parlement. Voilà, au moins. Est-ce que l'abstention ne sera pas importante cette fois? Je pense qu'elle le sera. Du moins, quand on écoute les gens parler, il n'y a personne... Il y a un malaise quand même. On sent le malaise au sein de la société algérienne. Les gens, apparemment, ils ne s'intéressent pas trop à ces élections parce que le peuple algérien, quoi qu'on dise, il a perdu cette confiance envers ses élus et ses représentants. Parce que quand on parle de députés, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a aucun député en Algérie qui a une permanence. C'est incroyable. Et pourtant, ils sont normalement tenus d'avoir une permanence tu es légalement. représentant du peuple. Tu représentes le peuple au niveau d'une région, au niveau d'une circonscription. Les gens, ils ne peuvent même pas te parler, ils ne peuvent même pas te voir, ils n'ont pas où te voir. Si tu as envie de parler à ton député, de lui exposer ton problème... Il n'y a même pas d'endroit pour le lui dire. Ben non, sinon d'aller à l'APN à Alger. Mais imagine, tu habites à Drar ou à Hassim Saoud ou je ne sais pas moi, à 3000 km d'Alger. Tu vas faire comment pour le voir? C'est terrible. Ben, c'est pas normal, justement, parce que réellement, il n'y a pas de rapport entre les élus et la population. Est-ce qu'on peut dire que essayer d'être député, c'est devenu d'une certaine façon un business?
pour avoir un peu de pouvoir et de l'argent. Bah oui, c'est devenu un métier, quoi. C'est une profession. Donc, les gens, ils viennent là pour gagner de l'argent. Il y a peut-être des députés qui sont élus et qui ne savent même pas c'est où la région qu'ils représentent, quoi. Peut-être qu'ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Oui, oui, ils peuvent être parachutés, tout Voilà, à fait, les bien parachutés. sûr. Oui, ils peuvent être parachutés, oui, bien sûr. Et s'ils n'ont pas de permanence, ça veut dire qu'ils ne vont jamais là-bas. Est-ce que quand même cette élection ne va pas préfigurer l'élection présidentielle qui s'annonce? Ça peut être le cas, oui. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas, c'est en fonction des lois qui vont être votées donc, durant cette période entre la présidentielle et législative. Oui, ça peut préfigurer. Est-ce que justement ce n'est pas un argument qu'on peut présenter à ceux qui boycottent l'élection présidentielle en disant que de toute façon l'élection sera admise quels que soient les résultats et que à la limite si on est présent à l'APN on pourrait quand même influer un tant soit peu dans l'élection présidentielle qui s'approche? C'est peut-être la thèse du FFS? Oui, c'est une thèse valable et défendable. C'est vrai, mais le problème, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va réussir à convaincre justement tous ces gens-là d'aller voter, même si on leur donne tous les arguments qu'on veut? J'ai dit, cette rupture de confiance entre l'élu et le peuple, c'est ça qui fait que les gens, la plupart, ils te disent, moi, pourquoi je vais voter? Pourquoi je vais élire une personne, un tel ou un tel, et qu'il ne va jamais me représenter? Les gens ne se sentent pas concernés, pas seulement peut-être par cette élection, peut-être par la politique elle-même, non? La politique, si, les Algériens s'y intéressent quand même. Oui, mais est-ce qu'ils sont dans les partis? Par exemple, est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de militants dans les partis qu'avant? On est tenté de dire qu'il y en avait beaucoup plus quand il y a eu l'ouverture démocratique après les tragiques événements d'octobre 88. Franchement, moi je pense qu'il y en a moins en ce moment. Et voilà. Les gens, ils ont déserté les partis. Parce qu'en 88, c'est vrai, tous les déçus du pouvoir, si tu veux, donc, ils sont allés rejoindre leur coin naturel. Ils espéraient vraiment le changement, mais à l'intérieur même de ces partis, ils ont vu que pour la plupart, ça fonctionnait comme le FLN. Oui. Et donc après, ils étaient déçus. Ils étaient déçus avec les années. Hein, avec les années, au départ, il y a eu un espoir quand même. Il y a eu un espoir démocratique. Ouais, hein, et il y a eu aussi, à la même période, donc l'apparition de la presse dite indépendante, libre, privée. Ça a coïncidé. Donc ça a donné une certaine effervescence politico-sociale, économique, culturelle. Au tout début, oui. Tout début, les choses bougeaient vraiment. Il y avait un réel engouement pour la politique, pour la culture, pour tout ce que tu veux. Mais après, au fil des années, les gens, ils n'ont pas senti, même au sein de ces partis, un certain changement. Le politique lui-même a été discrédité, me semble-t-il. Le politique a été discrédité, donc, parce que, comme je dis, au sein même des partis, il n'y avait pas une réelle démocratie. Or, si tu regardes les partis politiques, dernièrement on parlait de Saïd Saadi, 20 ans après il laisse le pouvoir à un jeune. C'est bien, mais il le fait quand même 20 ans après. Donc, bien des années plus tard. Voilà. Mais est-ce que ce geste ne vaut pas quelque chose pour la symbolique? Ah oui, la symbolique, elle est forte. La symbolique, elle est forte quand même. Ah oui, la symbolique, elle est forte. Parce que ce n'est pas arrivé dans d'autres partis quand même. C'est ça, justement. C'est pour ça que... Est-ce que, justement, le fait que beaucoup de responsables de partis soient là à la tête de leur formation durant de longues années, est-ce que ça n'a pas participé, justement, au discrédit de la politique? C'est ce que je dis, justement. Je dis, les gens, ils ont déserté petit à petit les partis parce qu'ils ont vu que les mêmes fonctionnements du FLN a été reproduit. C'est-à-dire on reproduisait le fonctionnement du parti unique dans pratiquement tous les partis. Tous les partis. Véritable changement, on l'a vu il y a 2 mois avec le départ de Saïd Saadi du RCD. Donc c'est bien, c'est pour ça la symbolique il est forte. Peut-être que maintenant les gens commencent à comprendre que ça ne va pas marcher. Il faut changer et les systèmes et les personnes et les leaders et ça va peut-être arriver même au niveau
des autres partis. Des autres partis. Peut-être qu'on va voir des jeunes femmes et de jeunes hommes émerger au sein de ces formations politiques. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que justement, c'est au sein des formations politiques qu'on fait son apprentissage. Pour émerger, c'est le cas de Mohsen Belabès. Donc lui, il a fait sa formation au RCD. C'est pour ça que maintenant, il est président. Si il n'a pas fait son apprentissage au RCD, il ne va pas venir comme ça prendre un parti aussi grand que le RCD. Tout à fait. Donc, même au niveau des autres partis, il y a forcément des jeunes qui veulent s'impliquer, qui ont des idées, qui veulent que ça change et qui vont faire leur apprentissage, c'est vrai, pour qu'un jour prendre les rênes. Et on a toujours parlé en Algérie de la société civile, mais cette société civile, on ne voit pas vraiment la connexion, le rapport avec les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas justement l'un des handicaps qui font que le politique est discrédité aussi? Entre autres, oui, entre autres, la société civile. C'est pour ça qu'on parlait toujours de rupture entre les élus et les politiques, enfin entre le peuple et les politiques. Il n'y a pas de confiance. Les gens ne font plus confiance ni au pouvoir, ni aux partis politiques, ni presque à personne. C'est pour ça qu'il y a cette rupture. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que cette société civile est dans le faux, puisqu'elle ne s'implique pas, puisqu'elle ne sait pas de prendre ses partis politiques? Mais si, c'est comme les jeunes, par exemple. Les jeunes ne s'impliquent pas trop dans les formations politiques. Les jeunes, si, il y a quand même des jeunes qui s'impliquent, que ce soit dans le monde associatif ou dans le monde partisan. Donc, quelque part, ils sont là. Mais après, leur champ d'action, il est vraiment limité parce que le pouvoir... Ils rentrent dans une formation, mais tout de suite, ils découvrent que c'est cloisonné, qu'ils ne peuvent pas évoluer, qu'ils ne peuvent pas avoir de vraie place. Voilà, c'est ça. Et donc, quelque part, ils sont déçus, ils se sentent marginalisés, ils se sentent indésirables même parfois. Et quelle est la solution pour toute cette jeunesse qui se trouve un peu marginalisée, hein? Même quand elle a fait des études, même quand elle a des diplômes, mais elle sent qu'elle n'a pas le pouvoir de changer les choses. Si maintenant les mentalités évoluent quand même, peut-être qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux, les gens commencent à s'impliquer, indirectement peut-être, mais ils sont présents dans le débat. Ils sont présents dans le débat dans les réseaux sociaux, c'est ça? Voilà, il y a un débat politique, il y a un débat dans les réseaux sociaux qui peut petit à petit amener ces gens-là à s'impliquer directement dans les partis. Justement, quand il y a eu les révoltes en Tunisie, en Égypte, un peu au Maroc et en Libye, on a vu justement ces dialogues sur les réseaux sociaux et on pensait que ce phénomène allait arriver en Algérie. Et puis il n'est pas arrivé. Parce que le pouvoir, je pense, il a quand même su déjouer le piège, si tu veux. Et comment il a déjoué le piège? Par la force? D'abord, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des marches qui ont été réprimées. Il y a eu réprimées. des tentatives de marche, effectivement, qui ont été fortement réprimées. Fortement réprimées. Tout à fait. Et après, on a monté quand même une population contre une autre. On a payé des gens pour venir justement... Pour venir casser ces tentatives de marche de l'opposition. Oui, ce n'est pas spécialement des policiers. C'est vrai qu'il y avait les forces de l'ordre qui réprimaient. Oui. Il y a eu aussi des jeunes qui ont été payés par les autorités. Par les autorités pour casser. Donc c'est monter une population contre une autre. Ça a toujours été le cas. C'est toujours la politique de diviser pour régner, au fait. Voilà. Et ce phénomène se retrouve aussi, beaucoup d'observateurs le remarquent, sur les réseaux sociaux eux-mêmes. Et donc il y a beaucoup d'éléments qui épousent les thèses des autorités pour discréditer justement toutes les forces autonomes qu'il peut y avoir dans la société. Oui, justement, parce que ce n'est pas les mêmes personnes justement qu'on paye pour casser les marches qu'il y a eu à Alger, enfin qu'il devait avoir à Alger, parce que ce n'est pas les mêmes personnes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Parce que là aussi, le pouvoir a compris qu'il y a une guerre qu'il faut gagner, une guerre Internet qu'il faut gagner. En plus, on a joué sur quoi? Pour qu'il n'y ait pas de casse. On a dit que l'Algérie a déjà vécu ça. Est-ce que vous voulez qu'on revive les mêmes
moment difficile qu'on a vécu pendant 12-15 ans. Tout à fait, mais c'est aussi légitime. Hein. L'Algérie a vécu des moments très difficiles. Hein. Certains cataloguent cette période de guerre civile. Hein. Et il y a eu 200 000 morts. C'est un élément non négligeable aussi. Oui, justement. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont effectivement fatigués de voir le sang des Algériens se verser, quoi. Et cet élément, justement, a été utilisé par le pouvoir. C'était son principal argument, justement. Et ça a marché parce que, comme tu dis, les Algériens, honnêtement, ils en avaient marre quelque part de la période qu'ils ont passée. Donc, beaucoup d'Algériens n'ont pas souhaité revivre les mêmes moments. Et peut-être qu'ils ne le souhaitent pas toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que, par exemple, le pouvoir va encore rejouer sur cette peur durant la présidentielle, qui, semble-t-il, sera quand même capitale? Il faudra faire une élection relativement correcte, puisque le monde entier regarde ce qui se passe en Algérie. Certainement, il va ressortir le même argument. Maintenant, est-ce que ça va marcher? D'une manière, oui, parce que le changement en Algérie ne se fera pas par la violence, ça c'est sûr. Parce que la violence, on en a déjà connu et Il est peut-être préférable que le changement ne se fasse pas par la violence. C'est sûr qu'il ne se fera pas par la violence. Ça, c'est presque certain. Parce que déjà, le pouvoir, il ne se laissera pas faire. Et les Algériens ne vont pas nécessairement recourir à la force pour le changement. Et même peut-être un effondrement du système, ce qui est plus peu plausible, n'est pas intéressant. Peut-être que ce sera le gain de forces violentes qui prendront la relève. Le système, c'est sûr qu'il ne va pas lâcher comme ça, les rênes, c'est sûr. Mais après, il y a la volonté populaire. Si les Algériens demain, toi, moi et tous les autres, ils vont dire, voilà, c'est fini pour vous, on veut d'autres personnes, il y a les urnes pour ça. Voilà. Et peut-être... Donc l'espoir démocratique demeure. Heureusement. D'accord, on fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat, on parlait de l'espoir démocratique en Algérie. Ali, donc toujours est-il, l'Algérie peut quand même prendre le chemin de la démocratie si réellement les Algériens le veulent. Ah oui, moi j'y crois. De toute façon, comme je viens de le dire, c'est la volonté populaire qui décide. Si les Algériens souhaitent le changement, il y aura. Eh bien, on l'espère beaucoup. On passe à un autre pays, mais qui a des relations étroites avec l'Algérie, c'est la France. Et donc, en France, l'élection présidentielle approche et il y a un candidat du Front de gauche qui arrive à percer, qui fait des meetings où il y a énormément de monde. Que penses-tu donc de cet envol, entre guillemets, de Jean-Luc Mélenchon? Déjà, c'est une surprise. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il soit le troisième homme. Maintenant, il y a même des gens qui disent qu'il peut être le deuxième homme, qui n'est pas... Ce n'est pas évident, mais bon, rien n'est impossible peut-être, on ne sait pas. C'est pas impossible, c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Mais si Mélenchon fait aujourd'hui des scores énormes, c'est justement parce qu'il y a quand même un ras-le-bol au niveau de la société française, de tout ce qu'ils ont vécu pendant ces 5 années. Il y a le rejet de Sarkozy, c'est sûr, c'est évident, et les gens, ils commencent à se poser des questions. Est-ce que Hollande, ce n'est pas finalement du pareil au même? Donc ils sont allés voir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Mélenchon. Mélenchon, il arrive à séduire parce que il leur parle de leurs problèmes. C'est quelqu'un qui sait parler aux plus défavorisés, peut-être. Voilà, il sait parler aux plus défavorisés. Il leur fait entendre exactement ce qu'ils souhaitent entendre. C'est pour ça qu'il a quand même une adhésion assez massive. Est-ce qu'on peut dire que son discours est un peu populiste quand même? Parce que vu le contexte économique international, il y a des choses qui lui sera difficile de faire. Ben, c'est ce que je dis. Je dis que Mélenchon, il parle au peuple, enfin aux Français, il leur dit exactement ce que eux, ils veulent entendre. Donc c'est du populisme. C'est un populisme qui veut aussi abattre un populisme d'extrême droite. Lui dit que c'est moi qui va abattre le Front National. Ah oui, lui, son ennemi numéro 1, si j'ose dire, c'est Marine Le Pen. Donc voilà. Mais il tient un langage quand même
qui lui permet aujourd'hui de se placer vraiment en alternative. C'est vrai que les économistes vont critiquer son programme parce qu'il est difficilement applicable vu la conjoncture, vu la situation actuelle, vu la mondialisation, vu tout ce que tu veux. Mais beaucoup de Français, les pauvres entre autres, y croient. Parce que quand tu viens dire aux gens, avec moi, vous allez avoir un SMIC à 1700 €, je ne sais pas qui c'est qui va être contre. Oui, mais est-ce qu'ils croient réellement? Est-ce qu'ils ne savent pas, au fond, que ce sera très difficile pour qu'il soit effectivement le deuxième homme? Oui, mais ils leur vendent du rêve. Ils leur vendent du rêve. Et quand on temps de crise, les gens, ils sont prêts à accepter. Ils sont sensibles au rêve en temps voilà. de crise. Ben voilà. Mais je pense que Mélenchon lui-même, il sait très bien que son programme a vraiment peu de chances d'être appliqué, d'être fiable. Il le sait. Mais s'il vient demain dire aux Français, écoutez, je vais faire finalement comme du Sarkozy, là, il va avoir aucune voix. Mais ceci dit, Mélenchon peut déranger quand même François Hollande, qui lui dit que son but, c'est justement d'accomplir l'alternance politique, de succéder à Sarkozy. C'est sûr que du côté du PS, on voit mal cette ascension. C'est vrai que dans le cas où Mélenchon n'est pas qualifié au deuxième tour, toutes les voix qu'il a engrangées vont bénéficier à Hollande. Mais Hollande, je pense que lui, il aimerait que ses voix lui reviennent déjà dès le premier tour. Oui, d'où le vote utile qu'il clame. D'où le vote utile qu'il clame. Et lui, il aimerait bien être premier le soir du premier tour. Pour amorcer effectivement un deuxième tour plus facile. Et voilà. Et là, peut-être aussi ne pas effrayer un peu des voix du centre qui aimeraient se reporter sur François Hollande. C'est pour ça que cette ascension, à mon sens, elle est mal perçue du côté du PS. On n'aimerait pas que Mélenchon fasse du 13%, 14% ou 15%. Ça ne les sert pas réellement. Je parle du premier tour. Hein. C'est vrai que pour le second tour, toutes ces voix vont être reportées automatiquement. Pour le second tour, on dit tout de suite que si Sarkozy et Hollande sont au second tour, ce sera pratiquement un référendum contre Sarkozy. On sent le malaise hérité du bilan du président sortant. Oui, on sent le malaise et les sondages le prouvent. Tous les sondages. Mais tous les sondages donnent Hollande vainqueur au second tour. Effectivement. Tous les sondages le donnent le vainqueur. Tout à fait. Et largement d'ailleurs. Hein. Largement, c'est ça. Donc, comme tu dis, c'est le rejet. Il va y avoir un véritable référendum pour rejeter la politique de Sarkozy. Ali, est-ce que les Algériens de France sont concernés par cette élection? Est-ce que c'est l'une de leurs préoccupations? Est-ce que les binationaux vont voter massivement? Justement, parce qu'il y a deux catégories d'Algériens. Il y a les Algériens, donc, tout à fait, qui ne peuvent pas voter. Oui, comme toi et moi, qui ne votent pas. Donc, il y a les Algériens binationaux, donc eux, ils votent. Mais de toute façon, l'élection présidentielle, à mon sens, elle intéresse et les uns et les autres. Parce que d'une manière ou d'une autre, on est concerné. Ceux qui ne sont pas français, qui ne votent pas et qui vivent en France, ils vont subir les lois qui vont... Tout à fait, tout à fait. Tout comme ceux qui ont la double nationalité. Donc les Algériens, à mon sens, ils s'intéressent réellement à cette élection. Peut-être que dans les banlieues, les petits jeunes, ils ne vont pas aller voter et qui ne regardent pas trop ça. Mais sinon, les gens qui ont quand même une certaine conscience politique, d'un certain âge, eux, ça les intéresse. Dans un meeting à Marseille, François Hollande a même salué les Kabyles, nommément. Est-ce que les Kabyles représentent une force électorale en France? Oui, c'est sûr qu'ils représentent une force, tout comme les autres, ceci dit. Hein, il ne faut pas... tous les Algériens, quoi. Comme tous les Algériens, sinon, comme toutes les autres communautés qui sont assez nombreuses et qui sont assez fortes ici en France. Quand tu parles du discours là, de Marseille, oui. Justement, Hollande, il n'a pas cité que les Kabyles. Oui, il a cité les Espagnols, les Italiens. Oui, tout à fait, c'est pour dire le métissage de la ville de Marseille. Voilà. C'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, que dans un grand discours du meeting de cette campagne électorale, que les Kabyles sont cités. Oui,
C'est même certain, quoi. C'est même certain, c'est la première fois. Et j'imagine que Hollande, il a été briefé avant de faire son meeting, et c'est normal. Donc peut-être qu'il sait à peu près les grosses communautés qu'il y a là-bas à Marseille. Est-ce que c'est des Oui, Kabyles, ce qu'il c'est faut des savoir, c'est Portugais? que les Algériens sont probablement la communauté allochtone la plus importante de France. Voilà, donc c'est pour ça que Hollande, donc il les cite, c'est une façon comme une autre de draguer leur voix. Mais c'est normal, c'est en période électorale, quand on est en campagne. Donc, si on est, je sais pas, si on est à la Réunion, on va parler aux Réunionnais, on va Voilà, faire des c'était un discours promesses. de circonstance, Voilà. effectivement, oui, Donc, mais qui est assez visé, on le comprend. Ceci dit, François Hollande a même écrit une tribune qui est parue à la une du quotidien Al-Watan, quotidien dans lequel tu as travaillé durant de longues années. oui, oui, justement, Hollande, on peut dire qu'il est beaucoup plus proche des Algériens que l'actuel. Ceci dit, la tribune est parue aussi dans Le Monde, dans le même jour, mais le quotidien Al-Watan l'a placé à la une de l'édition, où il plaide un peu un rapprochement et des relations dépassionnées entre la France et l'Algérie. Ouais, justement, c'est ce qui fait la différence avec Sarkozy. Hollande, maintenant, il essaye de faire tout le contraire de ce que fait Sarkozy. C'est normal. Sarkozy, au tout début, je ne sais pas si tu te rappelles, au tout début, il a été lui aussi en Algérie. Il avait promis le traité d'amitié franco-algérienne. Il a été là-bas, il a pris l'argent qu'il fallait prendre pour les grands groupes français. Il est revenu. Après, il n'y a pas eu de retour, si tu veux. C'est pour ça que côté algérien, donc on a un Et petit... pourtant, en Algérie, on dit toujours que la droite est plus proche de nous. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une vérité? À une époque, oui, avec Chirac, c'était peut-être le cas. Mais avec Sarkozy, non, justement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, maintenant, Hollande a une meilleure estime côté algérien que Sarkozy. Et il le prouve lui-même. Tout Donc, à fait. Il l'a comme tu prouvé dis, aussi le 17 octobre. Voilà, il a participé à une manif ouais. commémorative du 17 octobre en Voilà. 1961, à Paris même. Hein. Alors que Sarkozy a décidé de ne pas célébrer ces événements, enfin ces accords d'Évian, aucune manifestation officielle. Ce qu'il dit, c'est pas tous les Français qui sont... Ça fait pas plaisir à tout le monde, quoi. Et on entendait par là les harkis Oui, et les oui. pieds noirs et tout ce qui sont... Les harkis, il les a plutôt soutenus, mais comme, Non, lui, justement, comme approche électoraliste. Parce qu'il leur a promis aussi des choses en 2007 qu'il n'a pas tenues. Hein. Il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Mais justement, c'est pour ça qu'il a fait l'impasse sur les célébrations des accords d'Évian. Parce que, comme je te dis, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, à beaucoup de Français, y compris aux harkis et les pieds noirs et tout, qui eux, tu le sais très bien, n'étaient pas tout à fait... Tout à fait. Ceci dit, en Algérie aussi, on a passé sous silence la signature de ces accords d'Évian. Hein. Est-ce qu'on a peur un peu de parler de crime Belkacem? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est fait à dessein là-bas. On aimerait beaucoup plus fêter le 5 juillet. L'indépendance, ouais, ouais. Que les accords d'Évian, parce que pour les Algériens, le 5 juillet, c'est quand même plus important. Oui, mais c'est important quand même le cessez-le-feu et c'est important que des négociations aient abouti à un cessez-le-feu et donc à l'autodétermination qui a abouti à l'indépendance. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je te parle des officiels algériens qui, à leurs yeux, le 5 juillet, c'est quand même plus important que les accords d'Évian. Tout à fait. Si tu veux bien, on va revenir un peu au domaine des médias intrinsèquement. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, tu peux nous remettre dans l'ambiance des années 90, une époque très difficile, une époque de violences multiples, où effectivement, toi, avec beaucoup de camarades, vous faisiez pratiquement Al-Watan, qui est aujourd'hui le quotidien de référence de la presse algérienne. C'est vrai que l'Al-Watan, comme tu le dis, c'est le quotidien référence de la presse en Algérie. Et c'est bien qu'il y ait au moins un journal référence, c'est déjà ça. Tout à fait. Pour parler des années... Cette époque où tu te souviens très bien, où beaucoup de gens prenaient des pseudonymes pour écrire. On ne pouvait pas faire apparaître sa photo dans un journal, c'était impossible. C'était tout le monde qui prenait des pseudos, justement.
Je ne connais pas beaucoup qui signaient de leur nom à l'époque, enfin, du moins à Al-Watan, tous avaient un pseudo. C'est normal, c'était pas facile à cette époque-là d'être journaliste. C'était pas facile déjà d'être algérien. Oui, tout à fait, oui. Parce que tu risques ta peau à tout moment et n'importe où. Un peu plus quand tu es journaliste, parce que tu dois certainement te rappeler que la corporation perdait pratiquement tous les mardis un de ses membres. C'est vrai, ce qu'on appelait les mardis et on noirs. salue la mémoire de tous les gens qui sont morts, ils sont plus de 70, effectivement, paix à leur mémoire, paix à leur âme, mais est-ce que justement aujourd'hui on se rend compte en Algérie que la liberté de la presse n'est pas garantie et que pourtant cette presse a payé un lourd tribut? Oui, c'est pas parce que la presse a payé un lourd tribut que forcément il va y avoir une liberté de la presse. Parce que la liberté de la presse, ça dérange beaucoup de monde. Et ça dérange essentiellement le pouvoir. Donc c'est pas parce qu'on a perdu, comme tu dis, 70 confrères, que Bouteflika va te dire aujourd'hui, écoute, ça y est, vous avez payé le prix, allez, ça y est, vous avez votre liberté. Il y a des journaux, dans la presse écrite, il y a quand même des libertés de temps. Hein. Le quotidien Al-Watan a une liberté de temps enviable hein, sur beaucoup de sujets. Oui, c'est pas que les journaux n'essayent pas. Tous les journaux, tous les journalistes, ils essayent d'être quand même indépendants, libres, mais après, est-ce que c'est pas toujours possible? Parce qu'il y a déjà le code de l'information qui est un code pénal bis, et ça n'a pas trop changé. C'est pas prêt de changer, à mon sens. Hein, apparemment, ça s'est durci. Oui, ça se durcit. Après, il y a la censure. Il y a l'autocensure. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas toujours évident, cette liberté de la presse. Tu peux être libre par rapport au pouvoir politique. Est-ce que tu l'es par rapport au pouvoir financier? Ouais. Le pouvoir de la publicité aussi. Par exemple. Oui. Est-ce que tu peux être libre par rapport à ça? C'est pas évident du tout. Mais heureusement qu'il y a des journaux qui essayent, qui ont milité. Il y a des journalistes qui militent. Il y a des journalistes qui militent au quotidien. Au quotidien, au sein de leur rédaction, au sein de... Ils risquent leur vie, comme tu dis. Ils ont déjà risqué leur vie à l'époque. Et là, il y en a toujours des journalistes qui sont militants de la liberté de la presse. Heureusement qu'ils sont là. Et heureusement qu'il y a des directeurs de journaux aussi qui sont courageux. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a toujours des gens qui se battent, du moins dans la presse écrite, mais en revanche, à la radio et à la télé, ça ne change pas beaucoup. Et pour rappel, il y a une année, quand il y a eu la révolte en Tunisie, les autorités algériennes ont dit on va ouvrir le système, les médias au niveau de l'audiovisuel, on va permettre la création de télévision. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune télévision qui a été créée. Certes, mais ce n'est pas la première fois qu'ils disent on va ouvrir le champ médiatique, enfin télévisuel. Avant, ils disaient carrément que ce n'était pas possible. Si tu te souviens. Ça a toujours été envisagé, mais ça n'a jamais été fait. Et là, c'est pareil. Là, il paraît qu'il va y avoir un texte qui va sortir pour vraiment mettre les choses... On le dit depuis une année. Voilà, mais ça fait une année. Mais ce texte n'est pas encore sorti. Non, à mon sens, il ne va pas sortir avant 2014. Donc, il ne va pas sortir avant la présidentielle. Ben voilà. Donc, les autorités ont toujours peur de l'image. Ils ont peur de l'image. En plus, même, ce qu'ils prévoient de faire, c'est de lancer des chaînes thématiques. Ah d'accord, donc on n'aura pas le droit de faire des chaînes d'information. Non, une chaîne sportive où on peut parler de foot librement, une chaîne de musique pour chanter, danser à longueur de journée. Voilà, donc c'est pas vraiment une ouverture. Par exemple, la classe politique algérienne ne dénonce pas souvent cet état de fait? Tout à l'heure, on parlait de l'élection. Est-ce qu'on peut faire une élection de législative ou présidentielle si les médias lourds sont aux mains uniques des décideurs? Ah non, la classe politique a toujours dénoncé ça. Je parle notamment de certains partis de l'opposition. De certains partis de l'opposition. Oui, le FFS et le RCD en tout temps ont dénoncé cet état de fait, effectivement. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Non. Donc il ne suffit pas que la classe politique aboie pour que les choses changent. Non, ça a été fait, ça n'a rien donné, ça ne va rien donner, même si... Parce que, à part le RCD et le FFS, les autres partis d'opposition, ils sont où? C'est qui? Moi, personnellement, je me pose la question. Et pourtant, on dit que maintenant, beaucoup de partis seront agréés et qu'il y aura jusqu'à 100 partis.
Si c'est des partis C'est des partis qui vont cautionner justement la fermeture du champ médiatique. S'ils veulent exister de toute façon, du moins, quand tu n'arrives pas à fédérer, quand tu n'arrives pas à avoir du monde, s'il n'y a que le président du parti et c'est les membres du bureau et qu'il n'y a aucun adhérent, tu penses que ce parti va faire quoi? Ben oui, ben oui. Ben voilà. Est-ce que les journalistes eux-mêmes ne peuvent pas revendiquer justement cette ouverture médiatique? Oh, mais les journalistes, ils n'arrêtent pas de revendiquer ça depuis des années et des années. Oui, mais c'est des revendications solitaires, on va dire. C'est pas de revendications solitaires. Enfin, les quelques organisations syndicales, Le SNG, le par SNJ exemple. par exemple, on a tout le temps défendu cette liberté d'expression, cette Oui, ouverture c'est pas des la champs liberté, médiatiques. cette ouverture surtout Oui. de l'audiovisuel. Parce que justement, à mon avis, il faut toujours spécifier les journaux, la presse écrite a une liberté de ton que la télévision n'a pas. Et c'est peut-être fait sciemment pour le regard extérieur. Il y a beaucoup d'observateurs internationaux qui restent bouche bée quand ils lisent des éditoriaux de certains journaux algériens. Justement, c'est le pouvoir, il joue sur ça. Pour dire, voilà, en Algérie, il y a quand même une liberté de temps. On ne met pas tout le monde en prison, les gens peuvent nous critiquer, peuvent écrire ce qu'ils veulent. Mais écrire. Mais écrire, seulement Voilà. écrire, pas dans la radio, pas dans la télé. La radio et la télé sont la chasse gardée du pouvoir. S'il y a des télés privées, pourquoi pas? Là, c'est sûr qu'il va y avoir une liberté de temps. C'est pour ça, justement, qu'ils verrouillent le champ médiatique, audiovisuel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la bonne méthode pour les autorités algériennes? Nous sommes dans une période quand même où il y a l'Internet, où l'information circule, où il y a plusieurs chaînes de télévision satellitaires. En réalité, les informations, quoi qu'on fasse, on peut les avoir. C'est sûr qu'on peut pas arrêter l'information de circuler. Mais est-ce que tout le monde a Internet? Est-ce que tout le monde regarde Internet? Est-ce que tout le monde regarde les autres chaînes? Il y a beaucoup d'Algériens qui regardent que le NTV. Ça, c'est vrai. Ah oui? Ça, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Et dans l'imaginaire du peuple, regarder le NTV, c'est avoir l'officiel, justement. Quand c'est dit par le NTV, c'est une vérité officiel. absolue. C'est l'officiel. Et c'est parce que c'est une chaîne officielle, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manipulations. Et les Algériens, beaucoup d'Algériens n'arrivent pas à comprendre que cette télé ne parle que du président et de ceux qui les entourent. Les autres n'ont pas droit à la parole. Et c'est pour ça que peut-être les autres peinent à exister aussi, les autres partis. Si tu fais des meetings et que personne ne te voit à la télé. Oui, tout à fait. Les activités ne sont pas médiatisées, pas seulement des partis, même des activités de la société civile. On parlait tout à l'heure de la société civile. Toutes les initiatives autonomes ne sont pas médiatisées par la télévision algérienne, qui reste une télévision unique. Ouais, voilà. En plus, même si tu lis dans un journal, tu lis que le FFS a mobilisé 70 000 personnes au 5 juillet. Tu lis ça, tu lis le discours. Mais si tu ne vois pas ça à la télé, on dirait que ce n'est pas le même effet. Tout à fait, ce n'est pas le même effet, bien sûr. C'est ça. Les médias lourds, c'est pour ça. Les médias lourds sont responsables et sont importants. On peut rappeler pour l'histoire, par exemple, le traitement de la marche du 14 juin 2001. Tu te souviens, tout ce qui s'est passé à Alger, la télévision algérienne a fait un matraquage dans le sens contraire de tout ce qui s'est passé. Voilà. Et pourtant, toute la presse disait la réalité, enfin la presse privée. La presse écrite, oui, heureusement peut-être qu'il y avait cette presse, en tout cas pour l'opinion internationale, qui a relaté les faits dans les détails. Oui, mais pour l'opinion nationale, je pense que c'est beaucoup plus le discours de la télé qui est passé que celui rapporté par les journaux, malheureusement. C'est peut-être que pour cela que le reste de l'Algérie n'a pas fait jonction avec les revendications de la région de Kabylie. C'est certainement ça. C'est certainement ça. Donc c'est pour ça que je te disais, le fait d'avoir accès à l'information via Internet, via la presse écrite, via les chaînes satellitaires étrangères et tout, ça n'a pas autant d'impact que ce qui passe sur le NTV, sur la télé algérienne du moins. C'est pour ça que le pouvoir, il ne lâche pas ce média lourd. Les radios, peut-être un peu moins. C'est vrai que les Algériens, quand ils écoutent la radio, c'est pour la musique ou pour la retransmission des matchs. Mais l'information à la radio est toujours officielle. Hein, oui, mais
Un peu moins, c'est-à-dire les Il y Algériens... a moins de censure à la radio? Non, c'est pas question il y a moins de censure, il y a moins d'influence sur la société. Les journaux radio, ils ne sont pas vraiment écoutés. D'accord. Quand l'Algérien, quand il écoute la radio, comme je viens de te dire, soit c'est pour la musique ou alors pour la retransmission des matchs de foot. C'est rare où tu vas... Ah, le foot, tu as dirigé un hebdomadaire qui s'appelle Olympique. Ah, je pensais que tu allais dire que tu as dirigé un club. Ah, c'est pas encore trop tard pour le club. Hein. Ah, si le NAD joue toujours bien, pourquoi pas? Bah oui, le NAD, ouais. Essentiellement, il joue malheureusement pas très bien en ce moment-là. Et donc un petit mot sur la presse sportive en Algérie, elle a quand même pris un certain essor. Hein. Il y a beaucoup de publications et je crois qu'elle se débrouille bien, quoi. La presse sportive, ouais, c'est vrai que ça marche vraiment bien pour certains. Hein. Pour certains titres, hein, pour qui sont passés d'ailleurs en quotidien. Oui, justement, ils sont passés en quotidien parce qu'il y a une demande. Les gens, ils sont en Algérie, tout le monde aime le foot, tout le monde aime le sport. C'est-à-dire que peut-être que le foot reste quand même d'une certaine façon Tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a un certain engouement, surtout après la qualification de l'équipe nationale. Ouais. Donc les gens, ils s'intéressent au sport, même les vieux, les vieilles. Mais le foot quand même donne du bonheur, surtout aux jeunes, et c'est pas négligeable. Heureusement, mais pas tant que ça. Hein, parce que quand on voit ce qui se passe maintenant à la JSK, on ne peut pas dire que les gens sont heureux. C'est pas évident, mon ami. Ouais, et malheureusement, on arrive au bout du voyage, au bout de l'émission. Merci beaucoup, Ali. Mes amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.